Vous avez peut-être entendu parler du casse du Louvre en octobre 2025. 7 minutes. C'est le temps qu'il a fallu à des voleurs pour piller l'un des musées les plus surveillés au monde, emportant au passage une broche en diamant ayant survécu à 2 empires et une république, à une révolution des mœurs ainsi qu'à un siècle d'ambition américaine. Mais voilà ce que les gros titres de l'époque ont passé sous silence. Avant de finir sous vitrine à Paris, ce bijou a connu un destin bien plus spectaculaire, accroché au buste d'une femme sans titre ni couronne, libre de tout compte à rendre. Une femme qui, à la fin du 19e siècle, décidait par sa seule et unique volonté de qui comptait en Amérique et de qui n'était rien. Elle s'appelait Caroline Schermerhorn Astor, et sa broche fétiche avait autrefois appartenu à une impératrice. Comment une simple mondaine new-yorkaise a-t-elle obtenu un trésor de la couronne française? Qu'en a-t-elle bien pu faire? Et pourquoi ce joyau porte-t-il encore son nom plus d'un siècle après sa mort? C'est l'incroyable histoire que nous vous racontons aujourd'hui, une véritable princesse hollandaise dans le Nouveau Monde. Pour comprendre son ascension, il faut analyser le milieu rigide où elle a grandi et ses exigences. Elle voit le jour le 22 septembre 1830, chez les Schermerhorn, l'une des dynasties de la vieille aristocratie hollandaise de New York, dont les origines remontaient à la naissance coloniale de la cité. Son père Abraham était un riche marchand et magnat de l'industrie navale. À sa naissance, sa fortune s'élevait à environ un demi-million de dollars. Dans les années 1830, c'était bien plus que de l'aisance. C'était un statut indiscutable. Cela révélait sans un mot la place exacte des Schermerhorn au sommet de la société. Et dans la ville où Caroline a grandi, cet ordre social représentait absolument tout. Une ville sans cour royale, sans aristocratie ni le moindre titre de noblesse héréditaire. Et pourtant, elle en était obsédée. Les vieilles familles, comme les Schermerhorn ou les Van Cortlandt, épiaient les cours européennes avec une fascination presque maladive. Ils voulaient ce prestige sans jamais pouvoir l'obtenir. Le lignage servait de monnaie, la tenue dictait le destin. Les perles d'une femme, le reflet de ses soieries, la coupe de sa robe n'étaient pas de simples ornements. C'était de vrais arguments, révélant qui vous étiez avant même d'avoir prononcé un mot. Caroline grandit sous l'éducation stricte d'une institutrice française émigrée. Parlant couramment notre langue, elle s'imprégna profondément des manières de l'ancien monde, initiée au code d'une société qui traitait l'élégance comme un véritable instrument de pouvoir. Elle comprit ainsi très vite que le faste n'avait rien à voir avec la vanité. C'était un langage. Sa famille s'installa plus au nord à mesure que le bas de Manhattan s'industrialisait. D'abord près de Bowling Green, puis vers Bond Street. Toujours un pas devant le tumulte, maintenant jalousement leur rang aux frontières de la haute société, un modèle de conduite que Caroline allait appliquer toute sa vie durant. En septembre 1853, elle épousa William Backhouse Astor Jr., le petit-fils du célébrissime roi de la fourrure, John Jacob Astor, et l'héritier de l'une des plus grandes fortunes des États-Unis. Cette union mariait son honorable lignée hollandaise à la fortune colossale des Astor, propriétaire d'immenses terrains à New York. Mais regardez ce qu'elle fait presque aussitôt. Elle le force à rayer Backhouse de son nom. Trop vulgaire selon elle, pas digne du monde qu'elle veut bâtir. Ce geste apparemment anodin révèle absolument tout. Elle n'épousait pas la fortune des Astor. Elle se l'appropriait comme une simple matière première. Elle réécrivait déjà la réalité pour l'adapter à son scénario aristocratique, alors qu'elle venait à peine de déballer ses bagages. Un trône sur la 5e avenue. La guerre de sécession prend fin et l'économie new-yorkaise explose. Chemin de fer acier, finance des fortunes colossales, naissent du jour au lendemain grâce à des inconnus. Soudain, la ville regorge de nouveaux riches sans le moindre pédigré. Sans carte de visite, déconnectée des vieilles familles hollandaises et anglaises, qui dirigeaient discrètement la haute société depuis des générations. Caroline le vit clairement. Sans action de sa part, ces nouveaux venus allaient balayer l'ordre établi. En agissant avec fermeté, elle s'imposerait comme l'ultime gardienne du temple. Le rempart infranchissable séparant la vieille noblesse respectable de cette marée de nouveaux millionnaires. Elle trouve l'allié idéal en Ward McAllister, un ambitieux venu du Sud possédant un don inouï pour le protocole et totalement dévoué à la vision de Caroline. Ensemble, ils créent les 400. L'élite absolue de ceux qui comptaient vraiment à New York. Ce nombre venait de la capacité de la salle de bal de Madame Astor, située au 305e avenue. McAllister affirmait que seuls 400 New-Yorkais savaient se tenir dans un salon mondain. En réalité, c'étaient les 400 personnes que Caroline daignait saluer. Le 16 février 1892, le New York Times publie enfin la fameuse liste officielle,
Un véritable couronnement public transformant un simple carnet d'adresses en une hiérarchie sociale absolue. Et cela fonctionna car Caroline l'imposa avec une rigueur implacable. Son grand bal annuel de janvier s'impose alors comme l'événement incontournable de l'année. La presse scrute et décortique la moindre invitation envoyée. La description de sa robe et de ses bijoux ressemble à un communiqué officiel. Et ses bijoux. Imaginez la scène. Caroline accueille ses prestigieux invités sur la 5e avenue, posant fièrement sous son portrait peint par le célèbre français Carolus Duran. Une toile rappelant délibérément l'art de Velázquez, mêlant velours sombre et col en dentelle. Une femme qui se considérait comme une grande dame égale à la noblesse de l'ancien monde. Elle préférait les tons sombres, violet royal bleu nuit ou vert émeraude. Des teintes idéales pour faire scintiller l'éclat de ses diamants et de ses émeraudes. On raconte qu'elle portait une tiare de diamants, un collier assorti, et celle qui allait devenir sa pièce la plus célèbre. Un immense devant de corsage en diamant d'où descendaient des cascades de nœuds étincelants. Ces émeraudes exceptionnelles étaient ainsi sublimées par une pluie de diamants. Elle portait des rangées de perles drapées sur son corsage. Et voici le détail que je trouve absolument fascinant. Ses bijoux étaient si lourds, entre les broches en diamant et les ornements épinglés jusque dans son dos, qu'il l'empêchait physiquement de s'adosser à sa chaise. Ce que ses invités prenaient pour une posture royale, cette légendaire immobilité, n'était en fait que la nécessité de gérer des kilos de diamants épinglés sur de la soie. C'était une véritable armure, qui est la fameuse Madame Astor. Pendant des années, Caroline a supporté une contrainte qui l'a rongée en secret. Sa belle-sœur Charlotte Augusta, épouse de John Jacob Astor III, était techniquement l'aînée de la famille. Tant que Charlotte vivait, Caroline restait poliment Madame William Astor, un rappel constant qu'elle n'était que l'épouse du frère cadet, pas la matriarche. Elle fut patiente. Charlotte morte en 1887, Caroline passe à l'action. Elle abandonne le prénom William pour se faire appeler simplement Madame Astor, montrant que c'était elle et non l'épouse de son neveu qui incarnait la famille. Dans un monde où le nom Astor rimait avec la plus immense fortune d'Amérique, ce titre exclusif de Madame n'était pas une simple politesse, c'était une véritable couronne. Le fils de Charlotte, William Waldorf Astor, était furieux. En tant qu'héritier mâle, il s'estimait le seul vrai chef de la famille, et son épouse la seule légitime, Madame Astor. Il exigea que Caroline devienne Madame William Astor. Elle refusa. Bloqué sur le plan social, William Waldorf choisit une vengeance par l'architecture. En 1890, il rasa sa propre demeure, située juste à côté de chez Caroline sur la 5e avenue, pour la remplacer par le luxueux hôtel Waldorf. Un immense immeuble commercial dressé volontairement contre le mur de sa tente. Le bruit des travaux l'a torturé. La présence de ce gigantesque hôtel public transformait un quartier résidentiel très huppé en un boulevard commercial bruyant. La réponse de Caroline, orchestrée par son fils John Jacob Astor IV, fut de démolir leur propre demeure pour y construire l'hôtel Astoria juste à côté. Les deux hôtels furent finalement reliés par un immense couloir, Peacock Alley, donnant naissance au premier Waldorf Astoria. À l'époque, l'hôtel le plus grand et le plus célèbre au monde. Une simple querelle familiale pour un nom sur une carte avait redessiné tout un quartier. Ce terrain fusionné allait un jour laisser sa place à l'Empire State Building. Ce titre de Madame Astor était le véritable joyau qu'il se disputait, porté, contesté et défendu avec la même féroce énergie qu'un diamant précieux. Le soir où elle dut s'incliner. Pourtant, l'affront le plus humiliant de son règne ne vint pas de sa propre famille. Il vint de l'extérieur d'une femme bien décidée, à balayer le mépris de la vieille aristocratie grâce à une simple fête. Alva Vanderbilt, épouse de William K. Vanderbilt et belle-fille du magnat du rail Cornelius Vanderbilt, bâtit un château français au coin de la 5e avenue et 52e rue. En mars 1883, elle annonça un bal masqué somptueux pour quelques 1200 invités. À l'époque, Caroline refusait catégoriquement d'admettre les Vanderbilt dans la haute société, selon les règles strictes de l'époque. On ne pouvait inviter personne sans avoir d'abord reçu sa carte de visite. Madame Astor n'avait jamais rendu visite aux Vanderbilt. Par conséquent, Alva ne pouvait pas l'inviter, mais Alva avait tout calculé. Les invitations furent envoyées à tous les amis de Carrie, la fille de Caroline. Carrie, elle, ne reçut absolument rien. Quand Carrie, effondrée, demanda pourquoi, la réponse d'Alva fut d'une précision redoutable. Elle ne pouvait pas inviter Madame Astor, puisque sa mère ne s'était jamais présentée, et qu'elle n'avait donc pas son adresse. Carrie supplia sa mère d'arranger les choses. Caroline faisait face à un dilemme sans issue favorable. Refuser et sa fille se retrouvaient publiquement exclus de l'événement le plus couru de la saison. Céder
et elle admettait de la manière la plus éclatante possible que les Vanderbilt lui avaient forcé la main. Elle fit conduire son carrosse au manoir Vanderbilt et y laissa sa carte de visite. Dès le lendemain, les Astor reçurent leur invitation. Lors du bal, parmi les costumes étincelants et les démonstrations de richesse théâtrale, Caroline fit son entrée, validant en personne ce qu'elle avait tenté de nier par écrit. L'ancienne fortune et la nouvelle partageaient la même pièce. Les règles de l'âge d'or américain étaient réécrites non par la loi ni par la Révolution, mais par une simple carte déposée sur un plateau d'argent. Elle arriva naturellement parée de ses plus beaux diamants, ces joyaux du vieux New York étincelant dans un palais bâti par l'argent des Vanderbilt. Une trêve visuelle à défaut d'une capitulation totale. La broche de l'impératrice devient l'armure de Madame Astor. Parlons maintenant de cette fameuse année 1887, l'année même où Caroline s'empara du titre de Madame Astor, tandis qu'à Paris se jouait un autre drame. La Troisième République française avait décidé de vendre aux enchères la majorité des joyaux de la couronne. Les reliques des reines et impératrices de Marie-Antoinette à l'impératrice Eugénie allaient passer sous le marteau au Louvre. La République bradait les symboles de la monarchie déchue. Parmi les lots figurait un nœud de diamant en broche, créé par le joaillier François Kramer pour l'impératrice Eugénie en 1855. Conçue à l'origine comme une boucle de ceinture, elle devint un imposant devant de corsage. Un ornement massif drapant tout le devant du buste, avec ses glands de diamant et ses pompons en cascade. C'était un chef-d'œuvre technique de la joaillerie française du 19e siècle. Porté jadis par une impératrice au sommet de la gloire du Second Empire. Lors de la vente du Louvre en mai, le marchand Émile Schlesinger fit l'acquisition de la broche. Il la revendit ensuite directement à Caroline Astor. Elle déboursa environ 42 200 francs. Dès lors, on oublia le nom de broche de l'impératrice. On l'appela désormais le devant de corsage de Madame Astor. Quel incroyable transfert de pouvoir! Une américaine sans titre, sans trône, sans la moindre légitimité héréditaire, s'offrait un ancien joyau de la couronne de France. Elle rachetait une relique de la royauté grâce au profit du commerce américain. Et elle l'arborait fièrement, bien loin des palais royaux. Mais dans une salle de bal de la 5e avenue, sous un portrait évoquant Velázquez. Elle accueillait des invités triés sur le volet, selon son seul jugement. Au Metropolitan Opera, en 1904, le Washington Post rapporta que Madame Astor portait une robe blanche au ruban de satin noir, une tiare, une ceinture de diamants, un collier, et au centre, une grande broche-nœud en diamant à longs glands. Une parure de corsage complète. Pas de la vanité. C'était une affirmation qu'aucune retenue de la vieille fortune n'aurait pu exprimer si clairement. Dans le Nouveau Monde, l'argent faisait ce que le lignage seul ne pouvait faire. Il pouvait acheter les reliques de la monarchie. En portant cette broche, Caroline Astor disait une chose que le Gilded Age n'avait jamais osé formuler à haute voix. Que l'Amérique n'avait pas rejeté l'idée de reine. Elle avait simplement décidé de produire les siennes. Diamant dans un bal vide. La querelle familiale à l'origine du Waldorf Astoria poussa aussi Caroline vers le nord. Durant les années 90, elle fit bâtir une nouvelle double demeure, au coin nord-est de la 5e avenue et de la 65e rue, dessinée par Richard Morris Hunt. Une moitié pour elle, l'autre pour son fils John Jacob et sa famille. Elle faisait face à Central Park. C'était le tout dernier palais. Les bals de janvier continuèrent. En 1904 et 1905, la presse rapportait environ 600 invités le deuxième lundi de janvier, restant la soirée traditionnelle. Caroline y apparaissait en velours violet profond, paré de satin bleu et brodé d'or. Ses diamants et ses émeraudes étincelant sous la lumière électrique. Une nouveauté qui faisait briller les pierres d'un éclat presque surnaturel. Mais au début des années 1900 quelque chose changea. Sa santé déclinait. Les chroniques de l'époque évoquent une démence intermittente, un retrait progressif du monde qu'elle avait autrefois dirigé avec une assurance absolue. En 1905, elle chuta dans l'escalier, de son palais de la 5e avenue se fracturant la hanche. Cette blessure l'isola de plus en plus. La reine de la société, terrassée par une chute dans son propre palais. Elle s'éteignit le 30 octobre 1908, à 78 ans, sa fille Carrie à ses côtés. La presse salua sa disparition comme la fin de toute une époque. Au dehors de nouvelles figures mammifiches, Teresa, Ferrelric, Alva Belmont. La même Alva qui avait autrefois exigé la carte de Caroline, redéfinissait déjà le sens de la société. 4 ans plus tard, le nom des Astor allait entrer dans une toute autre histoire. Son fils, John Jacob, celui qui avait construit l'Astoria pour la venger, et l'avait aidé à mener cette guerre des noms, embarqua sur le Titanic avec sa jeune seconde épouse, Madeleine. Il l'installa dans un canot de sauvetage et ne la suivit pas. Le passager le plus riche du navire le plus célèbre du monde s'éteignit dans l'Atlantique
Atlantique Nord en habit de soirée dans le noir glacial. Cette fortune, que Caroline avait passé sa vie à protéger, entra dans un nouveau siècle pour y trouver un destin qu'aucun diamant ne pouvait empêcher. Et voici le détail qui reste gravé dans ma mémoire. Après son décès, les experts découvrirent que son célèbre collier de perles à cette époque a 5 rangs. Celle qu'elle portait a d'innombrables balles. Celle que ses invités admiraient tant contenait en fait de fausses perles. Que ce soit rigoureusement exact ou exagéré au fil du temps, cela fait désormais partie de la légende de sa collection. Même la reine du vieux New York choisissait parfois, semble-t-il, l'effet plutôt que la réalité. Le bijou rentre chez lui. En 2008, un siècle après la mort de Caroline, la broche-nœud de l'impératrice Eugénie. Le devant de corsage en diamant de Madame Astor est racheté chez Christie's et retourne enfin au Louvre. De retour dans ce palais même où il fut vendu aux enchères en 1887. Il reposait dans une vitrine de verre, loin des corsages ne faisant plus office de couronne. Jusqu'en octobre 2025, où il s'est volatilisé en 7 minutes. Probablement déjà démonté, ces diamants aujourd'hui dispersés. Ce nœud qui ornait autrefois le centre de la robe d'une impératrice, puis le centre de l'empire mondain d'une américaine aujourd'hui réduit en pièces détachées. Caroline Astor n'avait ni trône, ni couronne, ni titre. Elle possédait des cartes de visite des listes d'invités, un portrait façon Velázquez. Et cette broche en diamant ayant appartenu à l'impératrice Eugénie. Grâce à cela, elle décidait de qui compter dans la ville phare de la future première puissance mondiale. La broche a achevé son voyage. Monarchie, richesse, musée, est maintenant disparu. Mais voilà à quoi je pense les voleurs ont pris le bijou. Impossible d'emporter son histoire. Si ce genre d'histoire, les femmes derrière les bijoux ou le pouvoir derrière les perles vous passionne, un j'aime sur cette vidéo aide vraiment d'autres personnes à la découvrir. Et si vous voulez être présent pour la prochaine aventure, abonnez-vous pour être sûr de ne pas la manquer. J'aimerais beaucoup le savoir. Pensez-vous que Caroline Astor était une reine? En tout, sauf par le nom. Ou était-elle bien plus intéressante que cela? Dites-le moi dans les commentaires.